sur ce panel. On va commencer par une photographie du marché de l'e-commerce aujourd'hui que va nous présenter François Mamboise de la FEVAD. On va enchaîner avec Benoît Gourdon de Neolane qui va nous présenter plusieurs cas clients permettant d'expliquer pourquoi diverses tendances actuelles modifient l'exercice de l'e-commerce et du CRM. Et ça va nous permettre d'engager le débat pour faire émerger ce qui constitue, selon vous, les enjeux de l'e-commerce et du CRM dans les 2-3 prochaines années. On va essayer de se restreindre à 2-3 ans pour rester un peu concret dans les tendances qu'on va évoquer. François, je vous laisse la parole pour cette photographie de l'e-commerce aujourd'hui. D'accord, merci. Je ne sais pas si c'est... Voilà, j'ai un peu intitulé la présentation qui sera rapide, jusqu'où va l'e-commerce. Donc là, on n'est plus dans les Jeux Olympiques, dans Facebook, Pinterest, on est dans le commerce pur et dur. L'historique des ventes en France, vous avez année après année les progressions passées sans regarder les chiffres, c'est la tendance qui est impressionnante. C'est une croissance non seulement à 2 chiffres, mais à plus de 20%. Le premier semestre 2012 est encore à plus 21%. Et les prévisions raisonnables, ça va être 45 milliards d'euros en 2012, 54 en 2013, 63 en 2014. C'est vraiment une progression constante. Alors la France n'est pas isolée. Dans tous les pays du monde, le e-commerce a une croissance à 2 chiffres. Même aux États-Unis, pourquoi même? Parce que c'est le premier pays, bien sûr, historiquement, le pays le plus avancé, le pays le plus mûr. Il y a encore une croissance à 2 chiffres que les Américains expliquent d'ailleurs par, on y reviendra, mais 2 phénomènes. D'abord la crise. La crise favorise le e-commerce parce que c'est plus facile de comparer les prix. Non seulement on achète sur l'e-commerce moins cher, mais on peut plus facilement trouver de bonnes affaires. Et puis le mobile, on va en parler, qui est en train vraiment d'exploser aux États-Unis. Alors d'où ça vient cette hausse du e-commerce? 2 choses qu'on va voir successivement. D'abord des gens, des clients, et ensuite des sites. Au niveau des clients, vous avez sur la partie gauche la progression trimestre après trimestre, on est chiffres médiamétrie, du nombre d'internautes, et à droite le nombre d'acheteurs. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est le chiffre absolu. On est en France donc à 40 millions d'internautes de plus de 11 ans et presque 32 millions d'acheteurs sur Internet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la progression est plus forte à droite qu'à gauche. C'est-à-dire qu'il y a une progression du nombre d'internautes qui plafonne un peu. C'est pour ça qu'on suit, nous, avec intérêt, à la FEVAD, tous les plans de couverture du territoire en haut débit ou très haut débit. Il y a encore des zones, enfin on ne le sait pas trop à Paris, mais quand vous allez à la campagne, où il n'y a juste pas de débit, alors que ça soit de la fibre, du 4G, je crois que les gens s'en fichent, ce qu'ils veulent, c'est juste qu'il y ait Internet. Et nous, on préfère évidemment qu'il y ait Internet partout, y compris dans les campagnes, plutôt qu'on mette de la fibre à 100 mégas dans le 8e arrondissement de Paris, où, du point de vue du commerce, l'intérêt de la fibre n'est pas encore poussé. Et à droite, vous voyez que le nombre de cyberacheteurs croît énormément, et ça s'explique parce que l'image du e-commerce est excellente. Et donc les gens qui arrivent aujourd'hui sur Internet, qui ont Internet pour la première fois, ils achètent pratiquement tout de suite. Parce qu'ils savent que le e-commerce est pratique, et en plus, quand c'est des zones reculées, il n'y a pas de commerce. Donc c'est d'autant plus intéressant. Alors, le chiffre clé, là, c'est la partie gauche du tableau. À gauche, vous avez la progression de la fréquence d'achat en nombre d'achats par trimestre. Vous voyez qu'on est à 5 achats par trimestre sur le dernier trimestre. Et à droite, vous avez dans les bâtons verts à la fois le panier moyen qui tourne en gros autour de 89, 90, 92 euros, qui ne bouge pas trop. Et donc, au total, la courbe rouge, c'est le montant dépensé par le trimestre. Donc, le driver de la croissance, c'est vraiment la fréquence. C'est-à-dire que l'achat sur Internet se banalise. Que le panier baisse, je dirais que presque au niveau global, on s'en fiche. Et même s'il baisse, tant mieux, parce que ça veut dire que l'achat est de plus en plus fréquent pour des montants qui sont de plus en plus petits. En gros, avant, on attendait d'avoir des grosses choses à acheter. Maintenant, l'achat se banalise et c'est vraiment très bien. Arrive dans les chiffres, on n'a pas encore le détail, mais ça va commencer bientôt à être significatif, le drive. La consommation donc, des courses alimentaires dans les hypermarchés, avec un modèle français, vous le savez, on commande sur Internet et on va chercher ses courses dans un point de retrait. Et ça va augmenter la fréquence, puisque les gens qui sont au drive sont une commande par semaine, en gros, quand ils sont bien enrôlés. Ça va énormément augmenter la fréquence et gagner des gros paniers, parce que c'est des achats chers.
Et au total, on est sur un chiffre record de 78% des gens qui achètent sur Internet. Et on va le voir après, c'est un chiffre qui est assez haut en Europe. Donc les tris ne sont peut-être pas très lisibles, mais en gros, vous avez tous les tris médiamétriques classiques par âge, sexe, Paris, province, CSP+, CSP-. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde, tous les internautes achètent sur Internet. C'est-à-dire que la fameuse fracture dont on parlait sur l'âge ou sur CSP-, une fois que les gens ont Internet, ils achètent. La fracture existe pour la connexion. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent sont moins connectés que les autres sur Internet, c'est vrai. Mais une fois qu'ils ont Internet, ils ont tendance à acheter. C'est pour ça qu'on était intéressé aussi, je ne sais pas si vous avez suivi dans les débats parlementaires, il y a eu une proposition de loi au Sénat de 2 députés qui disaient que l'accès à Internet devait être un droit fondamental, comme le droit à l'électricité ou à l'eau courante. Et quand on voit ça, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas Internet, qui ne peut pas non seulement acheter, mais se connecter à son administration, payer ses impôts, etc., c'est vraiment un manque. Et nous, on est assez favorable à cette proposition de loi. Alors, comment ça se compare avec les pays étrangers? Je suis désolé, la charte a été un peu raccourcie. En gros, vous avez tous les pays étrangers, des Pays-Bas à gauche, ça doit être la Turquie, les pays européens à droite, classés par connexion Internet, c'est la partie du haut, et puis par achat, et c'est la courbe. Et la France étant, Poulouloum, en bleu marine. Donc, on n'est pas très bien placé, hein. On est 12e sur 27 seulement en termes de connexion Internet, c'est pas fameux. On a au-dessus de nous tous les pays scandinaves, le Benelux, la Grande-Bretagne, aussi le Royaume-Uni est en orange, et l'Allemagne est un peu derrière, donc on n'est pas excellent. On paye, là c'est pas de la faute des politiques publiques, quelles qu'ils soient, on paye le fait qu'on a 36 000 communes, et qu'on est un des pays les plus ruraux qui soit, et que pour aller connecter, maintenant en gros toutes les grosses villes sont connectées, mais pour aller connecter les campagnes, ça coûte très cher. Et non seulement ça coûte très cher, mais c'est pas rentable, parce que économiquement, on va aller tirer des câbles pour très peu d'abonnés. Et c'est pour ça, je reviens sur le sujet précédent, qu'on est intéressé par tous les plans de déploiement du haut débit, très haut débit que dirige Fleur Pellerin, et toutes les annonces là-dessus. Et l'objectif du gouvernement de vouloir que dans 10 ans, tout le monde ait Internet, on est tout à fait d'accord, et il va falloir de l'argent public parce que c'est pas rentable. Et donc la bonne nouvelle, c'est quand même que vous voyez que sur la France, il y a un peu un rebond, c'est-à-dire que par rapport à notre niveau de connexion qui n'est pas exceptionnel, on a un niveau d'achat sur Internet qui est bon. Vous voyez aussi, parenthèse, ceux qui me suivent sur Twitter savent que je suis assez eurosceptique. Quand on parle d'un achat moyen sur Internet, d'une connexion moyenne en Europe, ça veut strictement rien dire. Si on fait la moyenne entre les Bulgares et les Néerlandais, il y a des pays où l'achat sur Internet, ça n'existe juste pas. C'est pas leur faute, mais c'est que ça n'existe pas. Donc la moyenne européenne, c'est à peu près la France, mais sinon ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ça, c'est du côté des consommateurs. Maintenant, le deuxième driver, c'est évidemment du côté des sites. Et la très bonne nouvelle et la surprise en temps de crise, c'est que la croissance du nombre de sites marchands est fabuleuse. C'est-à-dire que là aussi, c'est au niveau de 20% par an, en gros, depuis qu'on le mesure, c'est-à-dire depuis 4-5 ans. Et même à travers la crise 2008, 2009, 2010, la progression du nombre de sites marchands a toujours été de 20% par an. On a 110 000 sites marchands maintenant, et ça continue à croître. C'est-à-dire que tous les projets commerce qui se créent maintenant, soit sont des projets 100% commerce électronique, soit quand c'est des projets commerce physique, il y a un volet Internet. Ce qui est plutôt bien, hein. On ne conçoit pas de lancer un business de commerce sans avoir un volet Internet. Alors, quels sont les top 15 des sites les plus visités d'après le dernier trimestre Médiamétrie? Vous savez qu'on n'a pas les chiffres d'affaires, d'abord parce que les Américains ne les donnent pas, et du coup les Français ne les donnent pas non plus, et puis pour des sites qui sont intégrés avec des magasins, ils ne les donnent pas forcément. Donc qu'est-ce qu'il faut voir de cette charte? D'abord, le premier, c'est Amazon. C'est peut-être pas une surprise, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'Amazon est premier site marchand en France. Quand on a commencé à publier ces résultats, ils étaient au milieu du tableau, et puis ils sont montés régulièrement, tout doucement, sans faire de bruit. Ils sont passés numéro 1 à Noël, et tout le monde s'est dit, bah oui, c'est parce que c'est Noël. Mais là, on n'est plus à Noël, et ils sont toujours numéro 1. Et non seulement ils sont numéro 1, mais ils ont 23% d'avance, je crois, sur le numéro 2, qui est eBay. Et si la tendance des autres pays se poursuit, ils ne sont pas prêts d'être délogés, et leur avance même va croître, parce que aux États-Unis, je crois qu'Amazon, tout seul, croît 2 fois plus vite que les 9 autres qui sont derrière lui réunis. Donc l'avance d'Amazon sur le e-commerce au niveau mondial est vraie aussi en France.
Vous savez qu'en Europe, Amazon a commencé par 3 pays, France, Allemagne, Angleterre, et ils ont ouvert il y a 1 an l'Espagne et l'Italie. Donc ils n'ont que 5 pays, je dirais. Malgré tout, ils sont très présents. Ensuite, les petites lettres que j'ai mis dans la colonne de droite, c'est Pure Player, magasin ou cataloguiste. Donc il y a 2 cataloguistes qui sont dans le top 15 Internet, Redoute et 3 Suisses, dont on dit souvent qu'ils ont raté le virage Internet. Enfin, ils ne l'ont pas raté. Ils sont très présents sur Internet. Le souci qu'ils ont, c'est que c'est un changement complet de business model entre des réassorts 2 fois par an, vous savez, les catalogues automne-hiver, printemps-été, et maintenant un besoin avec Internet d'animer des nouvelles collections tout le temps. C'est ça la difficulté, mais ils sont sur Internet. Et la grande nouveauté, c'est que les chaînes de magasins arrivent. Il y a quelques années, il y avait très très peu de magasins. Il y avait en gros la Fnac, et puis il y avait un peu Carrefour, mais c'était tout. Aujourd'hui, vous voyez dans le bas du tableau arriver Darty, arriver Leroy Merlin, des gens qui n'étaient pas là il y a longtemps, et c'est une des grosses tendances dont on va parler. Les retailers se mettent, ça y est, sérieusement au e-commerce en France. Ça a été plus long qu'ailleurs. On est le seul pays du monde où des retailers sont allés sur Internet avec un nom différent du leur. Et on est encore une exception. Si vous regardez la même charte aux États-Unis, à part Amazon, vous avez tous les grands distributeurs. Vous avez les Best Buy, Target, Comet qui sont tous là. En Grande-Bretagne, pareil. En France, Carrefour est quand même au milieu du tableau, je dirais seulement, pour le 2e distributeur mondial. Et encore, enfin, on agglomère Ushop et Boostore. Boostore, c'est fini, mais Ushop est en train de changer de nom. On agglomère des choses qui ne s'appellent pas forcément Carrefour. Carrefour, vous savez qu'il y a 2 sites encore. Il y a Carrefour Online et Carrefour. Enfin, c'est pas encore fluidifié. Donc, c'est ça les tendances que je retiens de cette charte. C'est le poids d'Amazon très fort, la montée des retailers, les cataloguistes qui sont encore là. Et puis, ce qu'on ne voit pas là, mais ce qui a été dit, c'est que dans les pure players français, il n'y en a plus qu'un qui est indépendant dans cette charte. Celui qui n'est pas là ce soir, là, c'est Vente Privée. C'est le seul. C'est-à-dire que tous les autres ont été soit rachetés partiellement, soit rachetés totalement, et ne sont plus totalement indépendants, puisque cet été, vous savez que le dernier mouvement, c'est que Dixon a repris totalement le contrôle de Pixmania, qui était un contrôle partiel. Donc l'exception aussi française d'avoir des pure players français indépendants est en train de s'estomper peu à peu. Ce qu'on peut voir aussi quand même, c'est qu'à part les Américains, il n'y a pas d'internationaux. Le e-commerce reste quelque chose de local. Alors on était hier avec des gens de Pixmania et de la FEVAD à Bruxelles, justement pour discuter de ça avec la Commission européenne, chose qu'ils ne comprennent pas, mais si vous faites le top 15 en Angleterre, c'est les Anglais, top 15 en Allemagne, c'est les Allemands, etc. C'est des locaux. Parce que aller vendre à l'étranger, on en parlera peut-être, c'est un cauchemar, c'est très difficile. Et donc les gens d'abord s'occupent de leur propre territoire, sauf les 2 Américains, Amazon, eBay, qui eux sont transfrontières. Les 3 dernières choses qui sont un peu les tendances sur l'avenir, c'est l'interaction entre les magasins et Internet qui est de plus en plus forte. Là, on a pris la dernière étude, c'est sur le textile. Quel que soit l'achat textile, c'est-à-dire qu'il soit fait en magasin, sur Internet ou sur un catalogue, dans 60% des cas, 59%, il est préparé avant sur Internet. Et vous voyez en bas à gauche la progression. Il y a vraiment un bond l'année de la préparation de l'achat sur Internet. Donc Internet est pour tout, je dirais même pour le textile, un canal de préparation. Je dis même pour le textile parce que ce n'est pas des achats chers, ou c'est des achats où l'offre en magasin est magnifique. Donc vous imaginez pour des achats plus chers et plus impliquants comme c'est grand. La deuxième tendance qui est vraiment la forte, c'est la multiplicité, je crois qu'on a pas mal parlé ce matin, j'ai entendu Dominique Delport en parler, du nombre d'écrans par foyer. Ce qui est très bon pour l'e-commerce parce qu'on a des ventes qui se passent maintenant sur l'iPad, qui se passent sur le smartphone. Il y a de plus en plus d'opportunités pour les marchands d'être présents dans les foyers, dans les différents membres de la famille. Et puis la dernière tendance très forte, c'est la convergence entre le mobile et les magasins. En France, 1/3 des gens qui ont un smartphone ont dit l'avoir utilisé en magasin. Aux États-Unis, c'est 50%. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'aux États-Unis, à Noël dernier, il y a une promotion qui avait fait beaucoup de bruit, où Amazon encourageait les gens à aller dans un magasin, à photographier un produit, le scanner, le commander sur Amazon et y gagner un coupon de $5. Ça a fait tellement de bruit que c'est allé jusqu'au Sénat américain où il y a eu des questions et on a dit que vraiment c'était une concurrence déloyale de la part d'Amazon. Enfin, il y a vraiment une guerre aux États-Unis où Amazon utilise le portable pour en gros être présent, lui, y compris dans les magasins, à travers le smartphone. Et ça, c'est une tendance forte dont on va parler. Je crois que c'est tout. Merci François. Benoît? Oui,
juste pour brosser et introduire les quelques sujets qui me semblent importants, on a entendu beaucoup... Allô, allô? Oui, ça revient. On a entendu beaucoup parler de trafic, de réseaux sociaux. Je voudrais juste rappeler, même si c'est une évidence, qu'au final, surtout dans l'e-commerce, comme François le rappelait aussi, on est tous là pour que nos clients transforment plus, pour qu'ils achètent mieux, plus, et ça, il ne faut pas le perdre de vue. La deuxième chose, c'est qu'en ce moment, on sait que la période n'est pas forcément très facile. Quand la période est favorable, on a juste besoin d'être bon et le gâteau à se partager est relativement suffisamment grand pour que tout le monde puisse s'y retrouver. En revanche, on sait que dans les 2 années à venir, la période va être un petit peu moins favorable. Il ne faudra pas être bon, il faudra être meilleur que son concurrent. Et donc, les meilleures stratégies, les plus innovantes, seront encore plus importantes dans les 2 années à venir. C'est pour ça aussi qu'on a essayé de se focaliser sur des choses un petit peu plus concrètes à court terme. Donc, je ne sais pas si la présentation slide peut démarrer. Donc, juste une introduction très rapide. Finalement, nos consommateurs sont dans un contexte qui complexifie un petit peu notre travail, à savoir qu'ils interagissent avec la marque sur de multiples points de contact, en temps réel, en plus potentiellement en mobilité, et enfin dans un contexte qui est très communautaire. Donc tout ça pour rappeler que pour les convaincre d'acheter, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans. Pour je dirais, donner un petit peu de polémique, j'allais dire presque, sur les réseaux sociaux, quel est le ROI finalement quand j'engage sur les réseaux sociaux? On a mené une enquête auprès de 700 personnes en Europe et 80, je crois que c'était 70% ne savent pas donner un ROI sur les réseaux sociaux. La deuxième chose qui est ressortie, c'est que 93% du dialogue engagé sur les réseaux sociaux, 93%, est non personnalisé ou peu personnalisé. Donc pour personnalisation, quand on cible, je dirais, une population, les jeunes ou les CSP+, selon les critères que peut fournir Facebook, ce n'est pas une personnalisation individuelle. Là, on parle bien d'une communication one to few, mais pas individualisée. Et enfin, la valeur d'un fan, elle se mesure selon le Forrester, suivant le degré d'engagement individuel qu'on a avec ce fan. Tant qu'on n'engage pas individuellement et qu'on n'a pas un retour de sa part, finalement, le retour est plus proche de 0. Alors c'est un peu provocateur, mais malgré tout, il faut l'avoir en tête. Pour avoir le reste du détail de l'enquête, d'ailleurs, vous pouvez scanner le QR code qui est sur le Neolane Network Center en bas et vous pourrez télécharger la totalité de l'enquête. Concernant des exemples néanmoins sur les réseaux sociaux parmi nos clients, donc au passage tout à l'heure, 9 parmi les 15 premiers sites e-commerce sont nos clients aujourd'hui. Donc sur les réseaux sociaux, il nous a semblé intéressant de démarrer avec ceux qui ont une proximité naturelle avec la notion de communauté, de fans. C'est le monde de la musique. EMI, Universal sont nos clients. Donc on a démarré il y a 18 mois maintenant des expériences avec eux. Et finalement, engager individuellement en développant des petites applications, en leur demandant de faire de l'opt-in et en engageant avec l'artiste, eh bien, on a obtenu des premiers résultats, plus 40% sur l'opt-in, 90% de nouveaux prospects. Ça, c'est essentiel, parce que les gens que je touche, que je transforme de fans à contacts identifiés et adressables, sont une nouvelle population pour moi. Et ceux avec lesquels j'ai l'habitude de converser, finalement, par des moyens un peu différents, un peu plus traditionnels, ne sont pas les mêmes. Donc là, il y a un très gros bénéfice. Juste pour mémoire, EMI, il y a à peu près 200 millions de fans Facebook dans le monde. Un autre exemple, cette fois chiffré, donc une application qui apporte un contenu très individualisé et unique qu'on ne peut pas avoir ailleurs, avec donc une notion d'opt-in. Je rejoins, je fais partie du groupe et j'ai accès à un contenu très personnalisé.
je récupère tout le détail des informations qui décrivent ce profil, eh bien, ça a mené juste sur un tout petit ensemble d'un label et d'une marque, 166 000 fans en plus 10% de fans en acquisition et un ROI qui était extrêmement intéressant. On est effectivement sur un domaine qui est la musique, qui est très communautaire par excellence, mais je pense que c'était intéressant de le mentionner. Un deuxième sujet qui a été évoqué très souvent, c'est la mobilité. Tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui de manière statique peut aujourd'hui être fait en mobilité, voire beaucoup plus. Et on en discutait tout à l'heure, et je pense qu'on pourra le développer un peu plus. Les infrastructures aujourd'hui, tant donc des telcos, des fournisseurs d'OS et des applications, permettent de mener aujourd'hui un dialogue individualisé sur des applications, de la notification sur les mobiles et d'ajouter la géolocalisation. BMW a lancé un programme qui s'appelle BM et vous, donc un programme de relationnel, haute qualité, etc., comme vous pouvez l'imaginer. Ils l'ont lancé en même temps sur le web et sur une appli mobile. Et depuis 2 mois, l'appli mobile a généré plus de connexions que celle du web. Donc le mobile a supplanté le web. Enfin, une autre tendance qui me semble extrêmement importante et qui est un peu cross tous les sujets qu'on a vus, c'est les programmes de fidélité. Il y a 6 ou 7 ans, quasiment tous les retailers, presque toutes les marques se sont engagés dans un programme de fidélité. J'ai une carte, j'ai des points, je gagne des points ou de l'argent et ensuite j'ai la capacité à le consommer. On est arrivé un petit peu au bout de cette démarche de loyalty. Elles n'ont pas toutes été très rémunératrices forcément. Et aujourd'hui, on a une bascule d'un programme de fidélité qui est très basé sur du transactionnel vers un programme qui s'attache à développer l'expérience utilisateur et basé beaucoup plus sur la communication, le contenu à valeur ajoutée. Parce que de toute façon, rémunérer ou récompenser quelqu'un qui achète déjà, c'est aujourd'hui pas suffisant. Donc ça a été le cas, Nike a fait des choses très intéressantes, Adidas a lancé un programme Monde qui très récemment aussi pour transformer finalement son expérience de fidélité d'un programme très basé sur les transactions vers quelque chose de beaucoup plus communautaire. La dernière chose que je voulais partager, c'est l'aspect global. C'est vrai que quand on fait de l'innovation, on développe des choses dans différents pays, ça marche, et il y a quand même une très grosse tendance à essayer de mettre en place des solutions qui permettent de répliquer avec agilité ce qui marche dans un pays. Parce que la beauté du e-commerce, c'est que c'est quand même très transfrontalier. Certes, il y a des pays qui vont plus vite, mais finalement, les mécanismes qu'on applique dans un pays, on peut les répliquer. Donc cette capacité à répliquer ce qui marche très bien amène aujourd'hui plutôt à une rationalisation je dirais, des plateformes marketing autour de quelque chose d'unifié dans un pays qui va permettre ensuite de déployer ces best practices un peu au travers du monde. Merci Benoît. Alors venons-en aux grandes tendances qui vont changer l'e-commerce dans les années à venir. Donc, François, vous avez évoqué tout à l'heure la montée en puissance des retailers. Et c'est vrai pas uniquement dans le top 15, ça ne concerne pas uniquement les gros marchands, puisque par exemple cet été, on a vu de la Maison, Wanimal, Jardin de Catherine et des sites marchands de taille moyenne s'adosser aussi à des industriels. On voit aussi des e-commerçants ouvrir des magasins. Qu'est-ce que ça va changer, cette montée en puissance des retailers ? Ça va changer que les e-commerçants les pure players qui pour l'instant étaient un peu seuls dans certains secteurs vont se retrouver confrontés aux gros du commerce qui eux n'ont pas à expliquer ce qu'ils sont parce que les gens le savent déjà, donc ils ont moins besoin d'investir de manière investissements commerciaux pour dire ce qu'ils font et ils ont la puissance d'achat qui est en général supérieure. C'est ça le problème, c'est une question de rapport de force et de puissance d'achat. Internet fait en France en gros 5% du commerce avec des écarts énormes entre l'alimentaire où c'est moins de 1% et le tourisme ça doit être 30%. Donc si ça fait 5%, même si vous avez le tiers du marché, vous pesez beaucoup moins qu'un retailer qui fait 15 à 20% du marché physique.
D'où des problèmes d'approvisionnement, des problèmes d'exclusivité et des problèmes de prix. Et puis ça change que maintenant, les retailers qui arrivent tard sur Internet font exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'ils prévoient dès le début un système intelligent où les gens peuvent renvoyer les produits ou retourner les produits dans les magasins, interchanger avec les magasins, avec un site beaucoup plus intégré dans les magasins. Avant, on disait que le site, en gros, le directeur du site Internet, il était très différent et souvent concurrent du directeur des magasins. Ils ne se parlaient pas. Maintenant, c'est fini. Il faut absolument qu'Internet soit au centre. Les Américains recommandent que le patron du site rapporte directement au PDG et que tout soit fait autour du site Internet, qui est non seulement un canal de vente, mais la vitrine, qui doit être centrale. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour des pure players, ou alors que sur certaines catégories de produits, certaines propositions de valeur, il y a les pure players? Il y a de la place, mais c'est plus dur. Il y a de la place, mais c'est plus dur, et il doit y avoir une proposition très pure et très technique. Je crois que ce matin, on a parlé de différenciation. Avec 100 000 sites marchands, c'est encore plus valide. Il faut absolument que les gens sachent, c'est TBWA, je crois qu'il dit, il faut vous demander si vous n'existiez pas, en quoi le monde serait différent. C'est une belle formule publicitaire, mais ça dit un peu ce que ça veut dire. En quoi votre site existe? Chez Procter, on disait USP, Unique Selling Proposition. Au début, sur Internet, ce n'était pas tellement nécessaire. Vous étiez là, vous vendiez un peu de tout. Maintenant, il faut que vous existiez et que vous ayez une raison d'être. Et là, c'est faisable. Il y avait un séminaire où des Américains expliquaient, c'était le séminaire « Comment vendre face à Amazon ». Ils expliquaient justement que pour vendre aux États-Unis face à Amazon, il faut avoir un segment. Et puis ce segment être meilleur que tout le monde, y compris être meilleur qu'Amazon. Mais on ne peut pas vendre un peu de tout avec des prix un peu pas chers et puis avec un service client un peu n'importe quoi. Je pense aussi que la qualité de la relation qu'on va engager prime absolument surtout, j'allais dire, quand vous êtes petit, il faut vous différencier, il faut engager individuellement. Un des très gros sujets pour les sites e-commerce et pour le retail en général, c'est la personnalisation. Engager individuellement avec ses consommateurs, leur apporter de la valeur, être différent pour créer une émotion de façon à ce qu'il y ait une véritable fidélisation qui se mette en place et que la concurrence qui est à un clic aujourd'hui sur Internet joue moins, mais que la relation qui a été nouée soit plus forte que cette tendance du zapping qui est accélérée évidemment par la notion très interactive qu'on peut avoir aujourd'hui sur Internet et qui évidemment doit être contrôlée ou à tout le moins compensée par plus de valeur. Flore, on va peut-être conclure. Un petit mot de conclusion peut-être à vos invités. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, comme toujours en période de crise, c'est Warren Buffett qui investit toujours à contre-courant. L'e-commerce a une opportunité extrêmement grande puisque non seulement aujourd'hui, on peut acheter et comparer potentiellement à de meilleurs prix, on se déplace moins. Il ne faut pas oublier qu'en France, l'essence coûte cher, ce n'est pas neutre, et donc l'e-commerce a un vrai rôle à jouer pour faciliter des dépenses, et je pense que là, il y a une vraie opportunité. Donc tout est basé pour moi sur la relation individualisée, personnalisée, à valeur ajoutée, qu'on va pouvoir initialiser avec ses prospects et ses clients. Pour conclure, François, parmi les grandes tendances, on voit la convergence avec le retail physique. On a évoqué rapidement le mobile, il y a la personnalisation, la fidélité, l'articulation et l'utilisation des réseaux sociaux. Bref, toutes ces possibilités qui sont offertes aux e-marchands, ils ne peuvent pas forcément tout faire, ils ne peuvent pas investir sur tout. Comment est-ce qu'ils doivent choisir l'axe le plus important pour eux ? Et y compris sur cette question de la convergence et de la disparition des canaux, il reste différents scénarios d'achat. Pourquoi investir sur l'un plutôt que sur l'autre? Et que doivent faire les marchands pour se préparer à ces grands enjeux? En 20 secondes. 15, s'il vous plaît. Non, mais ça dépend. C'est des bonnes questions que vous posez. Et je crois qu'ils ne peuvent pas échapper à la convergence, c'est-à-dire au fait que ça soit pratique pour les gens. À partir du moment où c'est le même nom d'enseigne, le message doit être absolument cohérent, que ça soit sur le smartphone, sur le web et dans les magasins. La politique client doit être la même. On ne peut plus avoir un vendeur qui dit au client ça, je ne peux pas vous le reprendre parce que vous l'avez acheté sur Internet. Si c'est la même marque, c'est un discours que les gens ne supportent plus. Après, il faut effectivement prioriser tous les projets informatiques. C'est absolument pas évident, vous avez raison. Il y a l'adaptation pour l'iPad, il y a une liste de projets monstrueux.
faut le privilégier en fonction de la taille du site, du développement. Mais je pense que le mobile est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Parce que maintenant, on a franchi la barre, je crois, où il y a plus de smartphones que de téléphones normaux. Donc ça va s'accélérer encore. Et les gens qui ont le smartphone l'utilisent tout le temps. Ils sont en contact avec la marque tout le temps. Tester, il faut appliquer les bonnes vieilles règles du marketing. Je teste, je mesure et ensuite je contrôle. En gardant tous les canaux de façon cohérente avec la marque. Merci Flore. Merci beaucoup. Merci messieurs pour ce panel très intéressant.